Bonjour à tous, bienvenue dans notre première émission Apéostrophe, l'émission qui apostrophe les thérapeutes analystes psycho-organiques sur ce que l'analyse psycho-organique peut apporter dans vos vies. Pour cette première émission, nous avons choisi un thème qui revient souvent. J'entends souvent dans mon entourage, par exemple, qu'est-ce que je peux faire? Je suis sollicitée de toutes parts, j'ai envie de dire oui à tout, mais ça m'épuise, j'ai plus d'énergie. Elle est passée où mon énergie? Elle est passée où mon énergie? Donc c'est sur ce thème, où est passée mon énergie, qu'on a eu envie de lancer cette première mission Apéostrophe. Et on a réuni pour vous un panel de 4 thérapeutes analystes psycho-organiques qu'on va inviter chacun à se présenter en donnant son prénom, son nom et sa ville de pratique pour lancer cette émission. Alors, qui veut bien se lancer en premier? Allez, je me lance. Mehdi Bougataya. Je pratique à Croix, près de Lille. Sophie Gentilhomme, praticienne à Royan en Charente-Maritime. Shabnam Farshadeh, je suis praticienne principalement en Ille-et-Vilaine et aussi à Paris. Marc Toquet, je travaille à Paris et dans un petit village de la forêt de Fontainebleau qui s'appelle Bois-le-Roi. Merci Marc. Et nous sommes aussi tous deux, Yann et moi, analystes psycho-organiques. Donc pour ma part, Solène Lombard, je suis installée à Vannes, dans le Morbihan. Et pour ma part, Yann Desbrosses, je suis installé à Champs-sur-Marne et à Paris. Très bien. Merci à tous d'avoir accepté de participer à cette première émission. Donc on a dit qu'on allait vous apostropher sur vos pratiques d'analyse psycho-organique et en quoi l'énergie de vie, du coup, est importante. Donc c'est la première question qu'on vous soumet aujourd'hui. Pourquoi ce thème est important? Moi, je rencontre différents patients avec des symptômes tels que l'angoisse. L'angoisse souvent décrite comme une difficulté à respirer, une oppression, une palpitation desquels prend mot leur montre combien ils n'arrivent pas à se centrer sur eux et sont complètement dissous dans le monde. Le retour à soi semble nécessaire pour pouvoir les aider à comprendre ce symptôme et à vivre autrement le rapport et le contact à leur intériorité, à leur monde, à leurs désirs. Et Marc, comment ça s'exprime du coup chez les Écoute, je personnes trouve qui que ce thème est important parce que c'est souvent un des premiers signaux quand ça ne va pas. Un des premiers signaux que l'on ressent, c'est justement la perte ou la diminution de cette énergie de vie. Et inversement, c'est aussi un des signaux majeurs, une fois que la thérapie est finie, c'est de disposer d'une grande quantité d'énergie de vie, d'une part, et de pouvoir la mettre, la focaliser sur un certain nombre d'actions, de réalisations. Et donc, pour nous, en analyse psycho-organique, c'est un chemin important de suivre cette énergie de vie, parce que c'est elle qui va permettre la pleine réalisation de nous-mêmes. C'est elle qui nous donne l'envie de nous réaliser, c'est elle qui nous donne l'énergie d'investir les objets de notre réalisation, notre créativité, notre désir de faire des choses. Et puis d'autre part, en thérapie, c'est très important aussi parce que c'est elle qui fournit cette énergie de vie, c'est elle qui fournit l'énergie de la thérapie elle-même. C'est elle qui fournit l'énergie de franchir les obstacles éventuels qu'il y a en thérapie, qui fournit la constance du travail, la régularité du travail et des séances. Et puis même plus que ça, dans la façon même de travailler, c'est en suivant l'énergie de vie qu'apparaissent les situations importantes dans la vie d'une personne, situations qu'on travaille pour débloquer les restes, ce qu'on appelle le résiduel en analyse organique, les restes néfastes de ces situations. Donc l'énergie de vie, pour nous, c'est du début à la fin, on pourrait dire presque, c'est un fil conducteur de notre travail et surtout du travail du thérapisant. Voilà, une première approche. Donc, qui veut prendre la suite et partager Shabnam? Oui, alors de mon point de vue, ce thème est très important en thérapie parce qu'il peut être
un lieu de régénération, en fait, un lieu où la personne peut contacter son désir de vie, son désir de réalisation, où il a semblé disparaître, où il a disparu dans sa vie. C'est peut-être aussi un lieu d'étonnement pour moi, un lieu de curiosité de soi ou de retrouvailles avec son énergie de vie. Ça peut être aussi parfois un endroit même furtif, mais à ce moment-là, le furtif n'est surtout pas négligeable. C'est un endroit où la personne contacte le risque d'être dans une forme comment je pourrais dire ça, de grâce mystérieuse, joyeuse, de rencontrer quelque chose au fond d'elle. Et ça, je l'ai vu dans même l'expression corporelle de certains patients. Je me souviens d'une patiente qui était très dépendante dans sa vie affective et amoureuse et qui, au fil des séances, a accepté d'entrer dans cette exploration d'elle. Elle a contacté des moments où elle m'a parlé, par exemple, en évoquant une expérience de surfer sur les vagues. Elle a complètement lâché prise pour me dire comment elle avait pu observer ces vagues, les lire, les différencier, les distinguer. Et à travers cette image des vagues, elle a pris contact avec son énergie de vie et avec son autonomie aussi. Et en fait, voilà, tout simplement, elle a surfé sur les vagues. Elle a accepté de tomber, de se relever. Et voilà, donc des moments comme ça qui sont des pépites pour les personnes en thérapie. Merci. C'est un sujet précieux pour moi. En tout cas, c'est comme ça que je le visualise et au travers des patients, je l'entends. Lorsqu'on a perdu cette énergie, j'entends toute une souffrance venant de différents paysages à l'intérieur de soi. Et c'est vraiment, pour moi, la question aussi, parmi tout ce qui a été partagé, la relation à soi et la relation au contact de la vie, la relation de ce fait avec l'autre. Comment je peux être en lien avec moi tout en étant au contact de la vie, avec ce qui est en face de soi, autour de soi, ce qui fait son parcours de vie, ce qui est sur son chemin de vie. Et c'est un moment précieux de simplement de venir s'interroger. Lorsque les patients posent combien ils sentent leur existence lourde, avec des symptômes physiques aussi, ou une colère envahissante, ou vraiment le sentiment de ce que j'entends, je ne sais pas gérer mes émotions, par exemple, d'être dans une forme de confusion avec soi et ne plus savoir si le corps a un réel langage ou si c'est notre psyché, le conseil d'administration qui viendrait diriger la vie. Voilà. Mehdi. Merci à tous pour ce premier partage. J'avais envie ensuite de vous interroger sur, vous avez commencé à évoquer, et ça titille ma curiosité, qu'est-ce que ça permet de vivre une fois que cette énergie est libérée? Parce qu'on parle souvent effectivement des débuts de thérapie, mais à quoi ça sert effectivement une fois que cette énergie est libérée? Est-ce que vous avez des exemples de fin de thérapie qui illustrent comment cette énergie a pu être réappropriée et qu'est-ce que ça... est-ce que vous avez des exemples à nous partager? Je souhaite reprendre mon exemple du symptôme de l'angoisse. J'avais pu accompagner une jeune femme qui sentait que dans cette angoisse, elle était très impuissante. Son processus thérapeutique lui a permis de comprendre
que cette impuissance témoignait d'une difficulté à trouver sa place dans sa famille et entre ses parents, et qu'elle gérait très jeune des choses qu'elle n'avait pas à gérer. Elle avait donc un contact profond à cette impuissance qu'elle vivait dans son corps et qui ne se manifestait que comme ça, puisque il n'y avait pas d'expression à la maison et il n'y avait pas de posture parentale suffisamment sécure pour qu'elle trouve sa place d'enfant et donc qu'elle puisse construire sa vie de jeune adulte indépendamment de ses parents. Nous avons vraiment dans son processus travaillé son expression. J'ai senti qu'il était important de soutenir son expression dans les situations parfois traumatiques qu'elle avait pu vivre, de pouvoir l'aider à sentir ce qu'elle avait à dire à son père, ce qu'elle avait à dire à sa mère, et qu'elle puisse entendre sa voix à cet endroit-là. Elle a récupéré cette capacité à s'exprimer, elle s'est entendue, elle a pu le dire d'une manière très sécure, et puis par son expression, elle a pu aussi demander de l'aide, là où c'était une jeune femme qui portait beaucoup de choses toute seule, et qui donc était extrêmement envahie des problématiques familiales. En prenant conscience qu'elle pouvait s'exprimer et qu'elle pouvait convoquer l'autre à prendre sa place, elle a pu retrouver cette juste place et d'une certaine manière son intégrité psychique, là où elle était encore étudiante et où elle avait besoin d'avoir son espace psychique et sa capacité aussi à rêver. Dans un second temps, le processus de thérapie, ça a été aussi de la ramener à elle et de lui dire, OK, maintenant, comment tu t'appropries ce vécu et comment tu cherches à sentir que tu es capable de rêver. Marc, tout à l'heure, parlait de l'énergie résiduelle. Ici, avec cette jeune femme, j'ai travaillé l'énergie conséquentielle, c'est-à-dire tout ce dont elle avait envie de vivre, tout ce qu'elle souhaitait vivre, mais qu'elle n'avait pas pu s'exprimer ni exprimer dans sa famille. Ça a été donc un vrai travail en appui sur ses images, son monde intérieur, ses rêves, pour pouvoir accéder à ses désirs d'elle à elle, et donc pouvoir retrouver le contact à ses besoins. Cette jeune femme avait arrêté de danser alors qu'elle dansait depuis plus de 10 ans, que la danse était quand même pour elle une partie de son expression corporelle et de son identité. Elle a pu, au fur et à mesure du processus, sentir qu'elle avait besoin de reprendre cette activité pour elle, de sentir qu'elle avait de réels objectifs de réalisation professionnelle et dans ses études. Elle a pu dire sur les dernières séances, je m'écoute, je reprends ma liberté. Il y avait donc une expression, une réappropriation et une énergie de vie qui se remettait à circuler par le plaisir qu'elle contactait de redanser. Et la notion de plaisir à cet endroit-là m'a permis de sentir qu'elle était vraiment revenue à l'intérieur d'elle et qu'elle avait pu distinguer son vécu et le vécu de personnes de sa famille en étant à sa juste place. Donc, si je reformule un peu, c'est qu'elle a réussi à mettre de côté effectivement les énergies des autres qui pouvaient l'envahir pour retrouver ses rêves d'enfant. Et c'est dans ses rêves d'enfant qu'elle a retrouvé toute cette énergie pour elle, quoi. Oui, en convoquant ses parents à être à leur place de parents, elle a pu retrouver cette place d'enfant et donc recontacter ses rêves d'enfant. Et entre autres, la danse était une réalisation de la petite fille que la jeune femme s'interdisait de vivre. Elle a pu retrouver cela. Et pour moi, cela a été une ouverture à vraiment une fin de processus, enfin, en tout cas quelque chose qui s'ouvrait, qui n'est jamais vraiment fini, mais qui s'ouvrait, qu'elle recontactait, qu'elle revivait avec toute la permission et l'automission derrière d'y aller vraiment. Alors l'automission, je me permets un petit clin d'œil sur ce terme. Effectivement, c'est un terme qu'on peut utiliser en analyse psycho-organique, qui est de comment on se donne l'autorisation soi-même plutôt que d'attendre la permission. C'est un petit clin d'œil qu'on aime bien utiliser en analyse psycho-organique. Voilà, comment retrouver ce chemin de l'automission, de s'autoriser soi, d'affirmer ses propres désirs, ses élans de vie.
Merci Sophie pour ce témoignage. Qui souhaite rebondir sur le témoignage là, de Sophie sur voilà, qu'est-ce que ça permet de vivre en fin de thérapie, qu'est-ce que vous pouvez voir. Donc là, Sophie parlait du plaisir, de retrouver ses rêves d'enfant et de trouver sa place. Ça m'évoque la fin d'une prise en charge thérapeutique avec un patient où il a pu nommer lors de l'une de ses dernières séances, de dire voilà, je sens dans mon corps combien je suis devenu mon guide, mon propre guide. Et un petit peu l'histoire, tout le processus qui a été amené pour en arriver là, en tout cas dans cette sensation et de ce fait dans un mouvement de se retrouver avec lui-même tout en étant en lien avec l'autre. C'est-à-dire que ce patient venait d'une famille d'entrepreneurs qui avait un système familial, je pourrais dire, enchevêtré. C'est-à-dire que il était difficile dans la famille de pouvoir avoir une autre orientation que celle de la culture familiale, ou tout au moins une pensée différente, de pouvoir amener un éclairage différent, un chemin de vie qui pouvait être différent que celui de la famille. Et ça a été tout un travail. Alors Sophie le partageait, prendre sa place, mais pour lui ça a été tout un travail de pouvoir prendre sa place avec lui-même tout en étant en lien avec la famille, c'est-à-dire ne pas sentir forcément que s'il prenait sa propre place, il était exclu de la famille et que ça pouvait aussi se vivre autrement. Et bien évidemment, pour la famille, ça n'a pas été facile. Et ça a été tout un cheminement, lui avec lui et lui avec la famille pour pouvoir déposer. Mais ça a été surtout au niveau du corps que ça s'est joué pour lui. C'est comment, lorsqu'il était en lien, que ça soit dans son mouvement à lui et le mouvement de ce qui se passait relationnellement dans tout le mouvement dynamique familial, comment ça se jouait, eh bien, il a appris à se différencier et leur expliquer à quel endroit il pouvait être et comment il pouvait être aussi en lien et que ce n'était pas s'échapper de la famille. Et à la fin du travail thérapeutique, il a pu dire, voilà, maintenant, j'ai plus besoin de trouver des guides, je suis un guide pour moi-même. Et c'est comme ça qu'on a tout doucement senti la fin du travail thérapeutique. Merci Mehdi. Donc l'énergie, c'était d'aller trouver le guide en soi pour aller la chercher en soi, trouver son propre trésor intérieur. Tout à fait, tout en étant en lien avec l'autre, sans culpabilité, sans mouvement de penser d'être égoïste et ne plus être loyal à la culture familiale, par exemple. Pouvoir être en lien tout en étant soi. Shabnam. Alors, moi, je voudrais évoquer non pas une fin de thérapie, mais peut-être la fin ou l'évolution d'un moment de thérapie chez une de mes patientes. Pour moi, ce que le travail sur l'impulse primaire ou l'énergie de vie permet de faire ou de vivre, c'est surtout qu'à un moment ou à un lieu où la personne, lorsque son histoire a empêché d'entrer dans son processus de déploiement, de joie, pour se mettre au monde, en thérapie, on peut travailler des images qu'on peut convoquer à travers les rêves éveillés libres ou accompagnés, parfois guidés. On peut accompagner la personne pour aller rencontrer l'étendue de son espace intérieur et là où elle a rencontré des difficultés, des interdictions, des blocages dans son histoire, faire une autre expérience.
Alors, en tant que thérapeute, je pense qu'il est très important d'écouter soigneusement au fur et à mesure le récit de la personne, de l'aider à s'exprimer sur les ressentis de son expérience. Par exemple, les ressentis charnels, enfin, les ressentis de son corps dans le passé, à travers une expérience, mais aussi dans l'ici et maintenant. Pourquoi je dis cela? Parce que dans le cas de cette patiente que j'aimerais évoquer, en travaillant avec les images qu'elle a convoquées en séance de ce qui lui venait, elle a pu rejoindre en fait ce qu'elle a appelé sa vraie famille, mais en évoquant son amour pour les animaux et dans son cas particulier des chevaux. Et en fait, à ce moment-là, elle a parlé de sa vraie famille. Et là où, en parlant chaque fois de sa propre famille, elle ressentait tout le temps des douleurs physiques dans son corps, le contact avec ses chevaux, dans ces images, lui a permis de faire l'expérience de sa légèreté d'être. Et en fait, nous sommes allés, enfin, je l'ai accompagnée à aller voir quelle est son expérience avec sa vraie famille, comme elle l'a nommée, et elle a pu voir comment il y avait une vraie différence entre ces douleurs de son expérience passée et ces possibilités qu'elle pouvait s'accorder en allant chérir sa vraie famille, en allant les mettre, se mettre au contact de ces animaux, de passer du temps avec. Et donc, aussi bien en séance qu'au-delà des séances, elle a pu faire l'expérience de sa légèreté. Et en fait, aujourd'hui, elle évoque un souvenir de ses douleurs par moment, mais aussitôt, son expérience présente lui montre tout ce possible, en fait, auprès de cette vraie famille où elle peut vraiment faire une autre expérience et nous avançons avec les images et les possibilités de ces espaces où elle peut faire une expérience pour faire jaillir la lumière de son espace intérieur. Voilà. Merci beaucoup, Shabnam, pour ce partage. Donc, effectivement, elle était coupée de ses élans, elle a pu retrouver sa légèreté d'être et de se remettre en mouvement, de se Là où sentir de sa dans place. sa famille de sang, ça a été très difficile parce qu'il y a eu beaucoup d'interdictions, de négligence, d'indifférence. Voilà. Oui, Et, son énergie là, n'était pas soutenue finalement, j'entends. Du coup, son énergie n'était pas soutenue, voire coupée par ces interdictions. Je me permets juste un tout petit point encore. Tu as parlé d'impulse primaire. Et donc, effectivement, l'impulse primaire, c'est aussi une autre façon de nommer l'énergie de vie. Donc, c'est une terminologie, effectivement, que nous utilisons beaucoup en analyse psycho-organique. Donc, cette impulsion primitive de ce qui nous met en mouvement dans la vie, effectivement, dans notre vocabulaire, nous allons parler, nous, d'impulse primaire. Voilà, ce premier mouvement qui est aussi celui du bébé qui vient au monde. Voilà, cette impulsion, voilà, qui nous fait aller vers ce qui est nous-mêmes. Voilà, c'est une autre façon de parler de l'énergie de vie. Je me permettais de la souligner puis que tu l'as évoquée. Merci Shabnam. Marc, qu'avais-tu à partager aussi sur cette question? Qu'est-ce que ça permet de vivre, de prendre soin de son énergie? Ça permet de vivre mieux. Ça permet de vivre plus pleinement, de se réaliser, d'avoir la certitude qu'on est pleinement soi-même dans sa propre vie. En fait, on sait tous depuis le début ce qu'on veut. On sait tous dès tout petit, on sait pas toujours clairement et même pas toujours consciemment, mais on sait ce qu'on veut. On sait la façon dont on veut vivre, on sait ce qu'on veut expérimenter dans cette vie-là. Et on est en général empêché. Un peu obligatoirement. Tout être humain est empêché parce qu'il est confronté aux autres, aux désirs de ses parents, aux projections sur lui, aux
aux difficultés culturelles aussi. Il y a des endroits où on ne peut pas du tout faire ce qu'on a envie de faire, et ces endroits sont nombreux. Et donc, en thérapie, on essaye de... On n'essaye pas. En thérapie, on travaille ce qu'on appelle des contrats. C'est un mot qui dit bien ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'on passe un contrat avec les autres, avec ce qui nous est imposé, en sacrifiant une partie de ses désirs, une partie de sa créativité, une partie des objets de sa réalisation. Alors, ces contrats, quand on est enfant, Mehdi en a parlé dans son exemple clinique tout à l'heure, quand on est enfant, ils ont des raisons d'être, c'est-à-dire qu'ils protègent notre vie en fonction des autres, et le fait d'être accepté, d'être dans la famille, dans le clan, d'être reconnu, d'être recueilli, mais c'est au sacrifice d'une partie de nous-mêmes. Et un des objets de l'analyse psycho-organique, c'est de comprendre en quoi ces contrats étaient nécessaires à une certaine époque, et que généralement ils ne le sont plus quand on grandit, quand on devient adulte. Et en même temps, quelque chose en nous impose de les respecter encore, même si c'est inutile. Donc, c'est en suivant là aussi l'énergie de vie, le désir de se réaliser qu'on trouve le mieux ces contrats et la façon de les transformer. Si bien qu'en analyse psycho-organique, la fin d'une thérapie, ce n'est pas simplement la disparition des symptômes, ce n'est pas simplement la disparition des phobies, des angoisses, de la dépression, des inhibitions. C'est en fait la libération de sa capacité d'être. On a une vision plus ample que la simple disparition des symptômes. C'est la réalisation de soi qu'on vit, autant qu'elle soit possible, c'est-à-dire en tout cas le fait de se sentir soi-même dans la réalisation de soi, dans la pleine réalisation de soi. Voilà ce que ça permet de vivre, de prendre soin de son énergie, c'est quand même pas mal. Merci. Et comment on fait du coup? Vous avez commencé à donner pas mal d'exemples et donc ça attise aussi ma curiosité de savoir est-ce que vous avez d'autres exemples de moments clés de processus de thérapie ou de séances clés où vous avez particulièrement abordé ce thème de l'énergie, où vous avez senti que ça avait déverrouillé vraiment quelque chose. Vous avez chacun commencé à en parler un peu, mais voilà, est-ce que vous avez d'autres exemples de Shabnam? Il y a comment on fait, on accompagne, on soutient, on écoute. Alors, comment on peut faire cela? Peut-être aussi le fait de soutenir et d'accompagner la personne à nommer ce qu'elle n'a pas pu nommer auparavant à d'autres moments de son histoire, où par exemple, enfant, ça a été compliqué, voire impossible de nommer. Ce fait de nommer, d'identifier, de mettre le point sur quelque chose qui a été indicible jusqu'au moment où on évoque enfin en thérapie, ça permet de libérer d'une certaine façon l'émotion, l'énergie, ce qui aurait été nécessaire de vivre peut enfin être contacté à ce moment-là en thérapie. Donc, ça peut aider la personne à retrouver ces différentes parties d'elle-même qui étaient un peu éclatées. Ça peut aider la personne à se rassembler, à rassembler ces différentes parties et de sentir qu'un grand tout existe à nouveau. Et en fait, moi, pour répondre à cette question de comment on fait, j'aimerais beaucoup un moment d'une thérapie avec une jeune patiente qui a vécu dans un environnement très traumatisant et très violent pendant toute son enfance. Et encore une fois, le travail avec les images a permis de faire venir, à inviter à venir des souvenirs,
des moments où elle a raconté qu'elle avait appris à tisser, à être avec d'autres personnes dans un atelier de tissage de tapis. Et elle est rentrée dans l'image de ces moments où parfois dans certains tapis, il y a des motifs qui relatent les différents moments de la vie quotidienne. Et à travers l'évocation de ces moments de vie quotidienne qu'on voit sur les motifs de tapis, elle est entrée aussi dans son histoire, celle de sa famille. Et là où son expérience de vie était extrêmement traumatique, se mettre en lien avec les images de ces motifs de tapis lui a permis de ne pas être dans le trauma, mais être dans quelque chose d'extérieur à elle et à son histoire, pour ensuite pouvoir évoquer ce qui avait été impossible, indicible pour elle. Et donc, de séance en séance, nous avons pu nommer et j'ai pu être là avec elle pour qu'elle se sente en confiance pour pouvoir nommer ce qui a été extrêmement difficile et vraiment sombre dans son histoire. Voilà, donc c'est pour moi une façon de dire que la vie peut se mettre sur tous les supports et parfois ces supports peuvent être ceux qui pourraient permettre à la personne de contacter aussi sa joie d'enfant, donc l'enfantin. Merci Shamnam. Il y a beaucoup cette notion effectivement de où est-ce qu'on la retrouve cette énergie. J'entends beaucoup dans vos témoignages qu'on la retrouve beaucoup dans l'enfance finalement. Là où peut-être elle a pu être coupée, c'est là aussi qu'elle peut rejaillir et qu'effectivement ça peut être utile. J'entends dans vos premiers partages là d'aller revisiter parfois son enfance pour aller libérer ça. Oui, moi je crois que au-delà même de l'automission dont je parlais tout à l'heure, la notion de l'enfant intérieur et d'accueillir la souffrance portée par l'enfant est absolument nécessaire. C'est parfois même ce qui peut paraître le plus douloureux dans le processus thérapeutique, de regarder cet enfant souffrant. Avant de passer par l'impulse primaire, il s'agit de pouvoir contacter ses manques et les manques de l'enfant en soi. La relation thérapeutique est porteuse de cela, mais permet par le regard du thérapeute de pouvoir être soutenu dans cette revisite et dans un lien très humaniste, de pouvoir être totalement soi dans cette entité en soi et puis dans l'adulte que la personne a envie de devenir. Néanmoins, le thérapeute peut être figure, mais en soi, l'analyse psycho-organique nous évoque les figures parentales symboliques que chacun de nous portons dès la naissance. Et à l'évocation de ce que Shamnam dit, cela m'évoque l'accompagnement d'un patient autour de la figure paternelle et du père symbolique. Cela fait partie de ce travail que de pouvoir récupérer dans cette énergie de qu'est-ce que j'aurais voulu vivre, également le lien, et entre autres avec mon patient, le lien à son père, un père qui était absent, un père qui, quand il était présent, n'était pas disponible, ne le regardait pas, ne le soutenait pas, avait parfois une grande insécurité de par l'alcoolisme du papa. Donc un lien en pointillé qui n'avait pas permis à cet enfant de pouvoir grandir dans le regard de son père et de pouvoir devenir l'homme. Il a été important pour lui de sentir de quel papa il aurait eu besoin pour pouvoir grandir en sécurité et vraiment accueillir son identité, ses désirs en lui. C'est un travail
qui se construit sur plusieurs séances, qui passe par le rêve éveillé, comme évoquait Shabnam tout à l'heure, par les images, par laisser venir ce papa-là, et puis laisser venir toutes les qualités dont l'enfant aurait eu besoin dans ce père-là, pour pouvoir se sentir exister et reprendre contact avec son jeu, son individualité, et donc ses désirs, ses besoins, avec une notion du respect de l'être. Et je crois que cela passe vraiment par là pour pouvoir recontacter cet impulse de vie. Que l'impulse soit soutenu. Tout à fait. L'enfant a besoin d'être soutenu. On appelle ça le narcissisme secondaire, c'est-à-dire ce besoin du regard de l'autre sur soi qui permet d'intégrer une confiance en son pas, un élan, et la figure paternelle est cette personne qui donne l'élan et qui donne la confiance à aller dans le monde et à multiplier les expériences pour devenir ce que l'on a envie de devenir et pour prendre sa place. Donc ce travail-là est parfois un tremplin nécessaire pour l'enfant intérieur. Alors, comment on fait? On n'a pas eu l'occasion encore de le dire jusque-là, mais en APO, en analyse psycho-organique, on associe beaucoup le travail avec le corps, avec les sensations corporelles, avec les émotions, avec les expressions du corps de façon générale, les douleurs, les symptômes. Et donc, on associe le travail avec le corps et le travail avec les mots, avec le psychisme, avec les associations, les souvenirs, voilà. On a diverses façons de faire. Je pense que ce qui est un peu caractéristique de l'APO, c'est que d'une part, on peut vraiment suivre les personnes dans ce qu'elles amènent, de façon très personnelle. L'exemple des motifs du tapis que donnait Shabnam tout à l'heure est un exemple de ça. C'est-à-dire que cette personne avait trouvé une modalité d'accès à des choses pour elle-même. Et c'est le cas de la plupart des gens qui ont leur façon de dire, de s'exprimer, d'avoir des images. Donc on suit ce que les personnes apportent, mais on peut aussi nous proposer des choses. On n'est pas passif comme thérapeute. On peut aussi proposer des choses pour travailler à l'intérieur des situations. Parce qu'on n'a pas non plus eu l'occasion de le dire jusque-là, mais une des bases de notre travail, c'est de trouver les situations problématiques et de travailler à l'intérieur de ces situations, de voir ce qui n'a pas été, ce que les personnes ont vécu de néfaste, et aussi ce qu'elles n'ont pas vécu, qu'elles attendaient de vivre et qu'elles n'ont pas vécu dans des situations. Ça, c'est un point important pour nous. On attend de vivre un certain nombre de choses dans la vie, avec les autres, et quand on ne vit pas ce qu'on attend de vivre, ça reste une charge pour nous. Voilà. Donc ça, c'est un point que nous prenons en compte, avec lequel nous travaillons. Et donc, comment on parvient, comment on fait? On fait en accompagnant. Je ne sais plus qui a dit qu'on accompagne le thérapeute sur son chemin, c'est clair, on accompagne. Je ne sais plus, il y a une phrase qui dit que faire une thérapie, c'est accompagner quelqu'un sur un chemin qu'elle ne connaît pas et d'une façon qu'elle ne connaît pas. Mais tout ça, ça fait beaucoup de connaît pas quand même. Nous, on accompagne la personne, mais en étant, je l'ai dit, en étant actif, en proposant des choses, en étant à l'écoute, et notamment à l'écoute de ce que manifeste le corps, notamment dans ses douleurs, dans ses symptômes, dans ses maladies, en trouvant du sens aux choses et en trouvant les situations qui restent à digérer d'une certaine façon, les situations auxquelles ramènent ces différents symptômes. Voilà. Voilà, je crois que c'est l'essentiel. Tu parlais, oui, de charge. Est-ce que tu as des exemples de comment ces charges de cette énergie qui est restée bloquée peut s'exprimer par le corps? Oui, il y a quelque chose qui marche toujours très bien. C'est quelqu'un qui arrive et qui dit, je ne sais pas, moi j'ai mal à l'épaule. Et quand on lui demande si votre épaule pouvait parler, qu'est-ce qu'elle dirait? Eh bien, on a toujours une réponse. C'est assez extraordinaire. Dans toutes mes années de travail, je n'ai jamais eu quelqu'un qui me dit, bah, je ne sais pas, non. On a
les gens répondent toujours quelque chose. Mon épaule dirait, je sais pas, j'en ai marre de ceci, ça me fatigue de faire cela. Voilà. Et c'est une de nos façons de travailler, c'est-à-dire de faire le lien entre l'expression de la difficulté que manifeste le corps. C'est pas uniquement ça, hein, mais c'est une des façons de faire. L'expression de la difficulté que manifeste le corps et essayer de lui trouver du sens, vers quoi ça ouvre, finalement vers quel désir ça ouvre, parce qu'il y a toujours un désir là derrière, de faire quelque chose, de changer quelque chose, d'aller mieux, de vivre autrement, de réaliser des choses, d'autres choses. Voilà un exemple. Il y en a bon, ça c'en est un que je trouve toujours spectaculaire parce que ça fonctionne constamment, quoi. Ça fonctionne tout le temps, la douleur, le mal de dos, le mal d'épaule, le douleur articulatoire. Il y a toujours un discours, il y a toujours une histoire, il y a toujours un désir qui se cache derrière ces difficultés. Donc le corps pense et parle. Yes, à condition qu'on l'écoute. Et qu'on lui donne la parole. Et qu'on lui donne la parole, oui. Moi, je voudrais juste, en écoutant Marc, il y a un point qui me vient à l'esprit. Effectivement, les patients parlent toujours de leurs sensations corporelles quand ils évoquent une douleur quelque part. Et même quand il arrive qu'ils disent parfois « je ne ressens rien », nous pouvons travailler avec ce rien. Nous pouvons les inviter à aller explorer ce que dit ce rien. Comment il est ce rien? Quelle forme a ce rien? Comment la personne ressent la présence de ce rien dans son corps? Et moi, en tout cas, personnellement, j'ai eu des expériences assez fascinantes et très sensibles de ces moments où le rien fait venir le désir de la personne et une surprise de contacter son désir à partir de l'évocation de ce rien. Et l'ouverture que permet l'évocation des sensations corporelles. En fait, ce qu'on constate, c'est que l'expression est constante. La communication de l'être humain vers l'extérieur est constante. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas, etc., il y a toujours un message adressé à l'extérieur. Et donc, il faut, même quand ce message n'a pas de mots, effectivement, comme le rien, c'est toujours fructueux, en fait, de chercher à trouver le sens d'une expression quelle qu'elle soit, parce que l'inconscient, il se manifeste dans la subtilité de ces divers modes de communication, parfois étranges, parfois compliqués, etc. Mais il y a toujours un désir. De la même, parce qu'on parle de l'énergie, là, dans l'énergie de vie, il y a toujours le désir d'être, d'exister, de respirer, de fonctionner. Le cœur bat toujours, il y a toujours quelque chose qui fonctionne. Et ben, notre rapport au monde, il est aussi toujours imprégné de ce toujours. Toujours participer, toujours dire, toujours participer, c'est-à-dire s'exprimer et écouter l'autre, recevoir les messages du monde extérieur et nous-mêmes faire connaître au monde ce qui se passe pour nous. Merci Marc. Mehdi, est-ce que tu avais d'autres illustrations à nous partager? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, véritablement, sur comment fait-on. Eh bien, alors, je rejoins tout ce qui a été dit et j'ajouterais, c'est le fait que par l'APO, par la question du corps, par la question de l'expérience de vie, on est vraiment au contact de la singularité de l'être, de son expérience de vie. C'est-à-dire que on a des outils, mais il n'y a aucune mécanique. Soutenir la vie, c'est d'être dans la succession de la découverte de la vie. La vie nous apporte une succession de découvertes et que le patient peut traverser avant, pendant, j'ai envie de même dire, et après une séance thérapeutique.
qui l'amène, Marc utilisait de subtilité, je rejoins vraiment ce terme, combien les subtilités viennent poser le sens de son expression, de son élan d'être. Et là où on peut sentir, par le corps notamment, combien on peut se saucissonner éventuellement, notre élan de vie, comment on peut le mettre à distance au travers de toutes nos croyances, tout ce qui n'a pas été suffisamment bon pour nous, pour éventuellement faire revivre dans certaines situations présentes. Donc, c'est vraiment effectivement des va-et-vient entre là maintenant, ce que je vis, et aussi ce qui a été, ce que j'ai pu vivre dans le passé. Et vraiment, chaque être qui est accueilli par un thérapeute APO, j'ai envie de dire, il est au contact de sa singularité, véritablement. Alors, ça me fait penser à un patient qui, lors des 3 premières séances, alors, son premier mouvement, c'était de me rencontrer pour, car il sentait son existence difficile. C'est-à-dire qu'avec son épouse, c'était compliqué, même elle l'avait invité fortement à rencontrer un thérapeute. Et il travaillait dans une société où il était amené à prendre des positions qui étaient à l'encontre de ses valeurs. Et allez, tout à l'heure, je parlais d'enchevêtrement familial. J'ai envie de dire, là, il était dans une forme d'enchevêtrement avec lui-même, entre les valeurs dont il devait porter la mission et ses propres valeurs, et ce qui se jouait aussi au sein de sa propre famille qu'il avait créée avec son épouse. Et les 3 premières séances l'ont amené à pouvoir pleurer de ce qu'il vivait, mais aussi de ce qu'il a pu dire à la 3e séance, c'est en fait se sentir accueilli. Et le fait de pouvoir s'accueillir, lui, au travers de la rencontre au sein du cabinet, au sein de mon être thérapeute, lui permettait de s'accueillir et de pouvoir tout doucement recontacter avec l'être qu'il est et ses propres valeurs. Voilà, la question de la singularité, c'est de l'accueil. Oui, j'entends aussi dans ce que tu partages qu'il y a une notion de les peut-être apaiser ou de mettre en lumière certains conflits intérieurs. Et que c'est ça qui peut faire aussi obstruction dans l'énergie de vie, c'est cette notion de conflit intérieur. Parfois, on se sent coincé là, entre nos valeurs et l'envie de réussir ou l'envie de plaire. Hein, ce que j'évoquais, être saucissonné, en lutte. Des luttes internes entre son mouvement et ce que l'on pense devoir faire. Et là, le corps, le corps, il est extrêmement important pour nous dire là où, au plus profond de notre être, on souhaiterait être, comme l'évoquait aussi Marc, on sait. Et comme tu le disais tout à l'heure, la question de l'enfant, comment nous sommes arrivés dans ce monde, comment nous avons été conçus même, dans quel contexte, voilà, tous ces mouvements, toutes ces expériences de vie, comment notre corps a aussi sa mémoire, son langage, son sens. Et effectivement, on peut sentir, lorsqu'on va visiter notre monde intérieur, qu'il y a le champ des possibles aussi. Il n'y a pas que de la lutte entre le dedans et le dehors de soi. Et que c'est les sensations qui font un peu la boussole intérieure de savoir, ce que tu disais tout à l'heure, trouver sa juste place, quoi. Tout à fait. Comment orienter cette énergie. J'entends beaucoup cette notion-là de sens, mais de sens aussi et peut-être direction. Comment orienter cette énergie pour qu'elle trouve son chemin dans le monde. Oui, là où ça peut être le plus juste pour soi. Okay. Au plus juste. Merci de ce témoignage, Mehdi.
pour conclure cet échange, j'avais envie de vous rappeler un peu les 2 anecdotes que nous avons partagées avec Yann au tout début et de vous demander qu'est-ce que vous répondriez à ces questions qu'on nous a posées ou qu'on a pu ressentir. Euh, donc moi, la question effectivement avec laquelle j'ai introduit cette émission, c'est beaucoup de personnes de mon entourage qui peuvent dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Je m'épuise, je suis sollicitée de toutes parts, je dis oui à tout et j'en perds toute mon énergie. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous avez, pour conclure, envie de répondre aux personnes qui arrivent avec cette question-là, de s'épuiser? Cette situation-là où tout d'un coup, eh bien, je n'arrive plus à me lever le matin. Là, je suis engagé dans un projet, mais je n'ai plus envie d'y aller. Euh, voilà. Hein. Et là, je reviens sur cette question qu'on s'était posée au départ. Où est passée mon énergie de vie? Et après ce débat où chacun de vous nous a aidé à mieux comprendre comment, en analyse psycho-organique, on va aider une personne à retrouver le contact avec son énergie de vie. Je vous propose, à travers la situation que propose Solène et puis à travers l'exemple que j'amène là, de laisser venir peut-être juste une phrase pour rassembler comment, selon vous, retrouver le contact avec. Mehdi. Allez, je me lance. C'est pas simple, hein, comme nous amener à cet endroit-là. Pour conclure, en une phrase, c'est très, très, très difficile. C'est tout un chemin de vie. C'est tout un chemin de vie. Et tout un chemin thérapeutique aussi. Je dirais, vraiment, c'est très caricatural, mais comment je peux être au contact de l'acteur, c'est-à-dire du rôle qu'on m'a demandé d'être, éventuellement, et que je me suis demandé d'être, à l'auteur de mon expérience de vie. Comment je peux passer de l'acteur à être un peu plus auteur de mon être, et notamment par le corps. Qu'est-ce que vient dire mon corps? Quelles sont mes sensations? Est-ce que mes sensations sont au plus juste au travers de ma pensée? Concernant ta question, Solène, je trouve important dans l'accueil des émotions que nous, analystes psycho-organiques, avec lesquels nous travaillons, qui sont vraiment une matière psychique à part entière, de répondre à ta question en disant ce serait comment pour cette patiente de pouvoir visiter, rencontrer ces noms et sentir par le corps à quoi, à qui elle dit non. Comment elle arrive à se dire non, et ce serait comment pour elle de pouvoir, après moult séances très sensorielles, de pouvoir laisser monter ce non et de pouvoir sentir qu'elle est capable de l'extérioriser et de le matérialiser, de manière à se dire oui à elle. On part du principe que derrière le non à l'autre, il y a le oui à soi. Donc je trouve intéressant de prendre cela dans ce sens. Et en réponse à la question de Yann, le sommeil étant quelque chose de très régressif, je me pose la question de ce besoin de rester dans son lit, peut-être d'une procrastination derrière à être dans le mouvement, de faire, de se réaliser. Donc il y a vraiment une quête en soi à faire avant de pouvoir initier un mouvement. Voilà, telle est ma réponse à ces questions. Merci Sophie. Shabnam? Alors, si quelqu'un me pose cette question parce que cette personne considère qu'elle s'adresse à une thérapeute, alors j'aurais envie de lui dire, pour répondre à sa question, de où est passée mon énergie de vie, je lui dirais peut-être au creux d'un risque, celui d'être vous-même. Et
Peut-être que je pourrais citer Anne Fourmentel que j'adore quand elle évoque cette question d'énergie de vie en disant qu'elle permet de passer de risquer sa vie à risquer la vie. Alors, je vais évoquer l'expression d'un de mes pères, il se reconnaîtra. Donc, pour moi, ça sera le lieu fécond de la souveraineté du désir. Il se reconnaîtra, ce père dont je parle. Voilà. Merci. Merci, Shabnam. On est plus souvent confronté aux gens qui sont en perte d'énergie de vie et qui restent au lit le matin que ceux qui en ont plein et qui ne savent pas où la mettre. Hein. On est quand même plus en relation avec la dépression dans les demandes de thérapie qu'avec le côté, je ne sais pas comment dire, excessif. Mais finalement, dans ces deux choses opposées, d'une certaine façon opposée, je trouve qu'il est probablement question de ce que quelque chose est fourvoyé dans des conflits et que ces conflits, il faut les travailler. C'est des conflits où il peut être question de loyauté, il peut être question aussi de peur, d'inquiétude, et que chercher le conflit pour dénouer l'énergie. Tiens, voilà, ce sera mon mot de la fin. Merci à tous pour ces précieux témoignages. Nous arrivons au terme de cette première émission Apéostrophe, donc l'émission qui apostrophe les analyses psycho-organiques sur les grands thèmes de la vie que vous pouvez tous rencontrer. Nous espérons que cette émission vous a apporté quelques éclairages et quelques éléments de pistes de réflexion de comment dépasser vos blocages d'énergie. Évidemment, nous ne pouvons pas être exhaustifs sur la multiplicité et comme disait Mehdi, chaque parcours est singulier, chaque histoire de vie, chaque blocage énergie est singulier. Mais en tout cas, voilà, il existe plusieurs pistes, que ce soit d'aller retrouver son enfant intérieur, d'aller apprendre à écouter son corps, d'aller retrouver ses images intérieures, de retrouver ses ressources et de pouvoir poser certaines limites pour retrouver son chemin d'énergie. C'est un peu ce que je condenserais de ce que j'ai entendu de vos différents partages. Ok, alors on approche de la fin de ce débat de Apéostrophe, l'émission qui apostrophe les analystes psycho-organiques et le grand public pour mieux faire connaître de quelle façon nous travaillons en APO. Et je précise que les situations cliniques qui ont été partagées par nos 4 invités sont bien évidemment floutées, c'est-à-dire que les prénoms, les métiers, les âges ont été éventuellement changés pour respecter bien sûr l'anonymat, la confidentialité des séances. Et puis aussi que s'il y a des thèmes que vous avez envie que nous partagions, vous pouvez bien sûr nous envoyer un mail sur le générique qui va suivre. Si vous avez envie de savoir où trouver des analystes psycho-organiques près de chez vous, n'hésitez pas à aller sur le site de PsyAPO. Et merci à tous et à bientôt pour une prochaine édition d'Apéostrophe. Merci, très bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.